Ce que tu manges te constitue et dessine ton monde. Cette phrase transmise par la grand-mère d'Arnaud Daguin résume une vie entière dédiée à comprendre l'alimentation et son impact sur notre planète. Fils d'une lignée de chefs cuisiniers, Arnaud n'a pas seulement suivi une vocation familiale, il l'a transformée. Il a décroché des étoiles Michelin en repensant la gastronomie. Mais son vrai tournant a été lorsqu'il a décidé de troquer les cuisines pour l'agriculture, car il a compris que tout commence par le sol. En 2014, il abandonne les cuisines pour co-créer le mouvement pour une agriculture du vivant. Face à l'agriculture industrielle, il choisit le vivant. Des sols nourris, une biodiversité préservée, une alimentation qui respecte le corps autant que la terre. Un modèle qui inspire, une agriculture qui régénère, qui nourrit et qui relie. L'alimentation est bien plus qu'un carburant. Elle est notre lien au vivant. Ce que nous choisissons dans notre assiette façonne le monde de demain. Dans ce nouvel épisode de Nuts Talk, Arnaud Daguin explique les secrets du vivant, de l'importance des bactéries à notre lien intime avec la nature. Quels sont les grands défis de l'agriculture moderne et les solutions concrètes pour un futur durable? N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Arnaud, merci d'être avec moi dans ce nouvel épisode de Nuts Talk. Pour commencer un petit peu cet épisode, est-ce que tu peux te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? On va faire vite, hein, parce que j'aime pas trop parler de moi, mais bon, je suis né en 1959, donc je suis le dernier des boomers. Je suis arrivé vraiment tard chez les boomers, mais avant 60. J'ai donc 65 ans cette année. J'ai été cuisinier toute ma vie, mais avant d'être cuisinier, j'ai fait un petit peu autre chose. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille de cuisiniers, une famille où la cuisine était très importante depuis au moins 7 générations du côté de mon père, et au moins 3 ou 4 du côté de ma mère. Et ce qui a, bon, ça c'est pas intéressant en soi, mais ça explique plein de choses après, surtout quand on sait que du côté de ma mère, justement, ma grand-mère maternelle et mon grand-père maternel étaient à la fois végétariens et pratiquaient ce qu'on appelait la macrobiotique à l'époque. Donc ça a évidemment marqué mon enfance, au moins autant que du côté de mon père, qui est lui l'inventeur, entre guillemets, du magret de canard, puisque c'est l'homme qui a mis le magret de canard en tant que viande rouge sur l'assiette des restaurants, le premier, en 59 d'ailleurs, l'année de ma naissance. Et donc c'est ce qui me fait dire en plaisantant souvent que je suis le demi-frère du magret de canard, puisque je suis né la même année que lui, du même père et dans la même maison. J'ai commencé par faire tout à fait autre chose. J'ai fait l'école du cirque, j'ai fait un peu de danse contemporaine, tout ça. Et puis je me suis remis après, via la pâtisserie, je me suis remis en cuisine. Je travaillais un peu partout dans le monde, après un peu, quelques années dans l'établissement familial, donc l'Hôtel de France, à Auch, dans le Gers. Et après je suis parti faire ma vie de cuisinier. Donc j'ai ouvert un petit restaurant à Biarritz, qui s'appelait Les Platanes en 1988. Ça ne nous rajeunit pas. Là, j'ai eu une étoile au Michelin, et qui était, et c'est peut-être le détail qui vaut le coup d'être dit, qui était le restaurant étoilé le moins cher du guide Michelin pendant au moins 10 ans. Voilà. Ensuite, j'ai ouvert une maison d'hôtes à Asparin, au Pays Basque. Cette maison d'hôtes était un projet peut-être un poil démesuré en termes d'ambition, à la fois esthétique et tout ce qu'on veut. En tout cas, ça a eu raison de ma famille et de mon économie générale. Mais là aussi, j'ai eu une étoile au Michelin qui était et qui reste à ce jour la seule étoile au Michelin dans une maison d'hôtes privée. En 2014, j'ai arrêté ça, j'étais à Paris et là j'ai commencé à bosser sur l'agriculture ou avec l'agriculture parce que pendant toutes ces années de cuisine, il m'a paru de plus en plus évident que on ne pouvait pas mettre de porte étanche entre nos activités alimentaires, depuis le sol jusqu'aux toilettes, j'ai l'habitude de dire, donc, du sol au sel. Et donc, je me suis intéressé de plus en plus à la façon dont on produisait, même si ça faisait déjà des années que je faisais attention, évidemment, à la façon dont les producteurs qui me vendaient les produits
produisaient tout ça. Mais là, c'est devenu vraiment central pour moi et c'est ce qui m'a poussé, avec Jean-Philippe Quérard, à créer ce mouvement qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, qui aujourd'hui se résume à un gros pour. Et ce gros pour, il est toujours là pour dire que c'est un mouvement, qu'on va vers quelque part. Et tous les mots dans ce nom qui n'en est pas un, c'est plus une punchline qu'un nom. Tous ces mots ont une importance. Pour, c'est parce que c'est justement une dynamique. Une agriculture, parce que, on va le voir après, il n'y en a qu'une, l'agriculture, et pas, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une, même s'il y a 3000 façons de la faire, l'activité agricole est une. Et c'est notre seule interface avec le vivant, en fait, active, j'entends, en dehors du prélèvement, qui n'est pas une interface. Voilà. Et du vivant, parce qu'il semblerait que depuis quelque temps, on pratique une agriculture qui soit plutôt celle de la mort. Voilà. J'interromps l'épisode quelques secondes pour te poser une question. Est-ce que tu consommes des compléments alimentaires ou des produits nutritionnels pour sportifs? Si oui, es-tu vraiment sûr de ce qu'ils contiennent? Parce que soyons honnêtes, lire les étiquettes, c'est souvent compliqué et loin d'être suffisant pour tout comprendre. Et si derrière une belle promesse marketing se cachaient des ingrédients douteux, ou pire, des impacts négatifs sur ta santé et l'environnement? C'est pourquoi je suis super heureux de te partager une bonne nouvelle. L'application ScanNuts est enfin disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle te permet d'analyser et de décrypter tous tes produits de manière 100% transparente et facile à comprendre. Avec ScanNuts, tu peux également jouer à des quiz, apprendre à mieux consommer et même gagner des cadeaux exclusifs. Télécharge l'application ScanNuts dès maintenant et reprends le contrôle de ta santé. Maintenant, tu le sais. Merci pour toutes ces explications. On va d'ailleurs effectivement rentrer dans le détail de l'agriculture du vivant. Alors pour commencer, comment est-ce que tu définis le vivant et pourquoi il est au cœur de ton approche de l'alimentation et plus globalement de l'agroécologie? Alors ça, c'est la question un peu générale. Nous sommes dans le vivant, nous sommes le vivant, et tu le sais très bien, même des choses qui nous paraissent inertes, comme les rochers ou comme les gaz, donc le minéral ou le gazeux, qui scientifiquement ne font pas partie du monde vivant, ben pour moi, en font partie quand même, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas encore comment on interagit avec, ou comment ça interagit avec nous complètement. On commence à s'en douter un peu. Et c'est très intéressant d'ailleurs de se pencher sur les travaux, par exemple, de Marc Henry, qui nous a quittés récemment, là, le professeur Marc Henry, un professeur de physique quantique, qui s'occupait notamment de l'eau. Et je conseille à tous nos auditeurs d'aller gratter un peu ce sujet, parce qu'on s'aperçoit que si on le fait vraiment, on va exploser complètement les frontières de notre vision scientifique de ce qu'est notre univers avec nous dedans. Voilà, et c'est très intéressant. Tu as dit que c'était important la façon de produire et donc que la façon dont on produit, c'était s'inscrire dans le vivant. Mais ça signifie quoi exactement? Ben, pour parler de ça correctement, il faudrait faire un peu d'épistémologie sur ce que ça a été jusqu'à maintenant. On s'aperçoit que notre agriculture a évolué depuis le néolithique dans un sens qui n'est pas celui du vivant, justement, puisque aujourd'hui on en est arrivé majoritairement, quand on fait pousser des trucs, à faire la guerre à tout ce qu'on ne veut pas pour ne garder que ce qu'on désire produire. Et ça, on est en train de s'apercevoir que c'est peut-être pas la bonne façon, puisque ça aboutit à terme au désert. Et donc, on connaît tous l'aphorisme je crois que c'est Chateaubriand qui disait ça, les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. C'est exactement ce qui nous arrive là depuis le néolithique. Quand on regarde les endroits du monde où on a commencé à produire de façon intensive, enfin, vraiment pour nourrir la population, c'est-à-dire le croissant fertile, le Péloponnèse, enfin, des endroits où on fait de l'agriculture depuis très longtemps, on s'aperçoit qu'en fait tout ça c'est devenu quasiment des champs de cailloux. Alors on peut incriminer la fatalité, la météo, les changements climatiques, mais en fait non, c'est l'agriculture qui fait ça, et notamment en multipliant la vitesse de l'érosion naturelle par des coefficients absolument démentiels.
surtout quand il y a de la pente, des coteaux, des choses comme ça. Alors, évidemment, dans les plaines limoneuses, c'est beaucoup moins sensible et les problèmes sont différents. Mais cette guerre au vivant, cette façon de travailler les sols pour ne vouloir qu'un résultat, en ne respectant pas du tout l'équilibre du vivant dont on va parler tout à l'heure, justement, eh bien, ça nous amène à ça. Et c'est très inquiétant pour la suite des événements. Ouais. Toi qui es un peu dans le domaine de l'alimentation depuis de nombreuses années, l'avenir de l'humanité, pour toi, elle est liée à son alimentation? Clairement, oui. Oui. C'est la façon dont on s'inscrit dans le vivant. Tu sais, quand on parle de s'alimenter, c'est vrai qu'on a tendance souvent à penser ou à dire un peu bêtement que nos aliments sont un carburant qui nous donne de l'énergie, et puis avec quelques éléments dont on a besoin, patati patata, pour pouvoir les consommer, entre guillemets, et puis se retrouver ensuite à excréter ce dont on n'a pas besoin. En fait, c'est une vision complètement erronée. L'alimentation, c'est notre façon de s'inscrire complètement dans le vivant. Et donc, ce que tu manges, en fait, te constitue littéralement, c'est-à-dire te constitue tous les jours. La minéralité d'une bonne farine de blé, par exemple, hein, les minéraux d'une bonne farine de blé, tu les retrouves dans tes cellules. Ils vont constituer tes cellules. La population vivante d'un fromage au lait cru ou d'un lait cru ou de plein d'autres choses, ce microbiote du fromage, c'est aussi ton microbiote à toi, il va venir s'ajouter à ta population intérieure, à cette population de bactéries qui te garde en vie, enfin qui te tient en vie, parce que comme tu le sais, nous avons plus de bactéries en nombre que de cellules dans notre corps, et ce sont ces bactéries-là qui assurent notre vie. Donc le vivant, c'est d'abord les microbes, il faut lire pour ça le professeur Marc-André Sellos, qui est formidable, et notamment son premier bouquin qui s'appelle Jamais seul, que je conseille à tes auditeurs pour comprendre comment le micro-monde, sur le monde des microbes, nous constitue littéralement et aussi fabrique nos civilisations. S'il n'y a pas de microbes, il n'y a évidemment pas de pain, pas de bière, pas de vin, pas de yaourt, pas de fromage, il n'y a pas de vie, quoi. Effectivement, Marc-André Sellos, j'en profite pour faire un petit peu la promotion d'un épisode de podcast que j'ai enregistré avec lui. C'est l'épisode 52. Donc, chers auditeurs, si ça vous intéresse d'en connaître un petit peu plus sur, comme tu viens de le dire, les bactéries, vraiment comprendre qu'est-ce qui fait et pourquoi c'est hyper important d'avoir des bactéries dans notre environnement et parce que nous aussi, on en a plein en nous, comme tu viens de le dire. C'est l'épisode 52 où Marc-André Sellos explique vraiment tout ça de fond en comble. Alors, on a enregistré 1 heure ou 1 heure et demie sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, chers auditeurs, vous pouvez aller écouter cet épisode après celui-ci. C'est l'épisode numéro 52. Comment, toi, est-ce que tu perçois la relation entre l'humain et la nature dans le cadre de l'alimentation? Ouais, en fait, je pense que c'est peut-être utile de ne pas s'arrêter au seul cadre de l'alimentation dans ces cas-là. Puisque, encore une fois, euh, quand cela concerne le vivant, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couture. Hein. Tout est poreux, tout est fruit d'échange. Et donc, c'est pas seulement euh, notre relation avec le vivant, elle n'est pas seulement importante dans le cadre de notre alimentation, elle est importante tout court. Nous sommes faits de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de ce que nous respirons, de ce que nous touchons, et même, je dirais, de ce à quoi nous pensons souvent. Et ça, on ne se rend pas bien compte, mais c'est quand même un tout absolument pas fragmentable. Alors c'est vrai que notre esprit très cartésien, et c'est malgré toutes ses qualités, notre vieux René Descartes nous a fait beaucoup de mal là-dessus. Il nous oblige un peu à segmenter les choses pour pouvoir les traiter point par point, parce que sinon on est dépassé par le sujet. Alors ça a des avantages, hein. On peut faire avancer la science comme ça, en fragmentant tout ça et en traitant un sujet l'un après l'autre. Le problème, c'est que on perd de vue que tout ça est absolument intriqué d'une façon tellement intime que aujourd'hui, on sait hein, que c'est complètement idiot de vouloir traiter un sujet et pas des autres. Par exemple, quelqu'un qui voudrait traiter la santé de l'individu sans traiter l'alimentation serait complètement fou. Bon, un exemple, hein, mais bon, il y en a plein d'autres hein, comme ça. Voilà.
quelqu'un qui voudrait traiter le sommeil, par exemple, sans penser à la santé, serait complètement fou, et sans penser à l'alimentation, serait complètement fou aussi, et sans penser au stress. Et là, bon, je vais faire la promotion de quelqu'un qui est aujourd'hui extrêmement combattu non pas par les réseaux sociaux, puisqu'il y a plus de 2 millions d'abonnés, mais par l'establishment, on va dire, scientifique et sanitaire. C'est Thierry Casasnovas qui fait tout ce qu'il peut pour nous donner l'envie d'avoir cette vision holistique un peu de ce qu'est le vivant et de surtout nous prendre en responsabilité pour ce qui concerne notre santé. Voilà. Eh, Si un jour tu as l'occasion de le recevoir, ce serait très très bien. je vais me renseigner là-dessus. Et c'est vrai Ça sera qu'aujourd'hui, possible. on voit beaucoup de personnes qui parlent de l'alimentation juste en calories, protéines. En fait, on est vraiment arrivé à un réductionnisme de l'alimentation où tout ce qui compte, c'est d'avoir les protéines, les glucides, les lipides et puis rien d'autre, quoi. Ouais, mais c'est une vision tellement archaïque et même non, parce que oui, archaïque, ça voudrait dire quelque part très ancien, et en fait, c'est faux, puisque nos anciens, eux, ils n'avaient pas cette vision-là du tout. Ils avaient une vision beaucoup plus holistique que ça de l'alimentation, et surtout, et c'est là qu'on m'a abordé le truc le plus peut-être compliqué à expliquer pour moi, parce que je vieillis et mes neurones ne sont pas ce qu'ils furent, mais si tu veux, j'ai l'impression que l'approche scientifique ne suffit pas du tout pour aborder ce qui est notre relation au vivant. Mais alors, pas du tout, du tout. Et que c'est de plus en plus difficile, au fur et à mesure même que la science avance et que nos capacités techniques et technologiques avancent, on s'aperçoit d'une complexité qui est monstrueuse. Et donc, j'en arrive à la conclusion que en fait, la seule personne au monde qui sait exactement, au fond, ce dont elle a besoin pour se nourrir, c'est toi. Et c'est pas un autre. Parce qu'un autre, il est différent de toi. Et que donc, ce sujet-là de l'alimentation, il relève plus de quelque chose qu'on pourrait nommer une proprioception alimentaire que de la technologie ou des avancées de la science. Alors quand je dis ça, évidemment, c'est, je me fais taper sur les doigts. On me dit oui, mais qu'est-ce que tu fais, des maladies, tout ça. Et donc on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai l'impression que si on veut être vraiment en phase avec nos besoins alimentaires, ça ne se passe pas ni à la télé, ni à la radio, ni sur Internet, ni sur des bouquins, bien que quelquefois il soit très 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 sain de se cultiver, et ça se passe surtout à l'intérieur de nous. Et je pense que là-dessus, il y a des progrès énormes à faire culturellement pour tout un chacun, pour se rendre compte en fait que nous avons la capacité, à la première bouchée, de savoir si ce qu'on est en train de manger mérite de l'être, et si on en a besoin, ou s'il faut s'arrêter là, quoi. Et ça, c'est très perturbé par tout un tas de trucs, et qui sont comment dire, des pensées, qui sont des affects, euh, qui peuvent être du stress, par exemple. C'est vraiment très perturbé. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'aller manger quand on est calme dans sa tête. Quand on va manger rapidos et hyper stressé, on peut absolument bouffer n'importe quoi. Ça, c'est un peu ce que je pense aujourd'hui. Et ça ne me rend pas plus malin pour autant, parce que je suis aux prises des mêmes problèmes que tout le monde avec ça. On a toujours des compensations affectives, des envies irrépressibles, des choses culturelles, des souvenirs d'enfance, quoi que ce soit. On a été un peu formaté culturellement sur l'alimentation. Et retrouver la sérénité nécessaire pour savoir de façon complètement intérieure si ce que nous sommes en train de manger, nous en avons vraiment besoin, ça c'est. Et en quantité comme en nature, c'est-à-dire. Mais bon, voilà. Et donc là, je pense qu'il y a un travail énorme à faire et peut-être que notre espèce et l'espèce humaine, ben, ça serait sa prochaine évolution souhaitable. C'est le fait de se retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre physiologiquement, mais sans raisonnement,
ce qui est en train de se passer quand nous nous alimentons. Je suis d'accord avec toi, hein, surtout sur la partie où on ne prend plus le temps de court à droite à gauche, on en veut toujours plus, que ce soit sur Internet ou même dans la vie réelle. Et du coup, en fait, on ne prend même plus le temps de réfléchir à, entre guillemets, bah, qu'est-ce qu'on vient de manger ou qu'est-ce qu'on a mis dans notre assiette ou d'où ça vient. Ou en fait, au final, des questions qui semblent simples, eh ben, en fait, on n'y prête même plus attention, on n'y réfléchit plus et on engloutit jusqu'à qu'on soit vraiment plein, quoi. Et tu vois, l'activité dans laquelle j'ai passé le plus clair de mon temps pendant 45 ans, c'est-à-dire la gastronomie, hein, elle est là aussi très impactée par ce sujet, puisqu'on arrive à des moments où la cuisine devient une sorte de pseudo-art qui est fait pour impressionner, pour montrer qu'on sait faire, où on fait voir du boulot, on est au guide Michelin, au Goemio, sur Internet maintenant, sur tous les réseaux et tout ça, et on oublie un peu à quoi ça sert à la base. Quoi. Ce que c'est que cette inscription dans le vivant que de manger quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion que j'ai aujourd'hui en tant que vieux con, mais c'est vrai que tu m'aurais dit ça quand j'avais 35 ans, je t'aurais envoyé paître, tu vois, direct, parce que mon boulot à l'époque, c'était mon premier truc, mon premier souci, déjà, c'était de montrer que je savais au moins faire la cuisine aussi bien que mon paternel, qui était beaucoup plus connu que moi. On a toujours des problèmes perso à régler là-dessus, puis après, de m'amuser à faire des choses que je savais être très bonnes, gustativement parlant, et qui n'étaient peut-être pas autant au niveau de ce qu'elle nous amenait à l'intérieur, au fond, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est des pensées qu'on peut avoir quand on est un peu vieux et qu'on n'est pas dans le, dans le cirque. Eh ben, du coup, en quoi l'alimentation, elle façonne un peu le monde dans lequel on vit? Ah ben ça, tu sais, cette phrase que peut-être tu as lue, que je répète partout et que je prête à ma grand-mère famille, donc celle qui était macrobiotique et végétarienne, c'est ce que tu manges te constitue, ça on l'a dit tout à l'heure. Et l'autre partie de la phrase, c'est ce que tu manges dessine ton monde. Pourquoi? Ben, simplement parce que par tes choix alimentaires, en choisissant tel morceau de bœuf plutôt que tel autre, tu vas choisir une façon d'aborder la production de ce bœuf en question et donc le monde qui va avec. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire réaliser. C'est pour ça que je n'aime pas, quand on parle par exemple de la viande, pour moi, ça n'existe pas, la viande. Ça n'existe pas. Donc, dès qu'on m'aborde en me disant alors, la viande, je dis non, il n'y a pas de la viande. Il y a quelle viande? Moi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette viande? La viande, c'est de la chair animale qui est normalement, qui doit être maturée, enfin, qui doit être traitée d'une certaine façon. Et avant d'être de la chair animale, c'est un animal. Et donc, d'où vient cet animal? Comment il est arrivé là, même ne serait-ce que génétiquement? Et puis, avant ça, qu'est-ce qu'il a mangé? Sur quel sol on l'a élevé? Si même il a été élevé sur un sol, quel était son rapport au vivant, à lui-même? Parce que tout ça, ça va se retrouver dans toi à un moment donné, avec toute la pharmacopée qu'on lui a foutue dans le cul, et puis etc., etc. Et donc, de quel animal on parle? Est-ce que c'est un animal que nous avons créé, ce qui est le cas pour la quasi-entièreté des bovins, hein, on est des démiurges extraordinaires, on a fabriqué, tu sais qu'il y a eu une étude en 2012, je crois, sur une revue de microbiologie européenne, anglaise, je crois. Il y a une équipe de 30 microbiologistes mondiaux qui se sont penchés sur l'ADN des bovins domestiques dans le monde. Et on s'est aperçu que si on acceptait tout ce qui était bison, yak, buffle, enfin, tout cela, tout le reste, c'est-à-dire tous les bovins du monde aujourd'hui, des milliards de bovins domestiques, sont issus de seulement 80 sujets d'auroch de Mésopotamie. Je ne sais pas si tu vois ce que ça implique comme travail pendant des millénaires pour élargir le spectre. Bon, on l'a fait avec d'autres choses, on l'a fait avec les loups, et c'est devenu nos chiens, et on voit bien la diversité que ça prend. On l'a fait avec les chevaux, le petit mésohippus commun est devenu
une population tout à fait diverse, variée, d'équidés. Et donc, on voit bien que c'est notre travail qui a fabriqué ça. Donc ça, c'est de la sélection massale. C'est juste, je sélectionne et je prends ceux des individus qui me paraissent les plus intéressants pour la génération d'après, et puis hop, on continue comme ça pendant des millénaires. On a fait un peu ça pour les humains aussi, mais ça, on ne va pas en parler tout de suite, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais cette façon de fabriquer de la population animale, ça nous rend absolument responsables de ce qu'elle est aujourd'hui, de la façon dont elle est traitée. Nous avons, parce que nous les avons créés, nous avons une communauté de destin avec ces animaux-là. Et il serait complètement lâche de dire ah, maintenant on libère tout le monde, on ne bouffe plus d'animaux. C'est complètement fou. Non, désolé, ils font partie de nous. Ils font partie de nous, et donc l'important c'est de savoir quel genre de vie on leur fait vivre, qu'elle soit longue ou courte, quel est notre regard pour ces animaux-là, la façon dont on les traite, comment on les considère, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que de la prédation, sur le fait de les bouffer, de les tuer pour les manger, ça tu le vois sur la planète entière tous les jours, sans arrêt. Et, la prédation, c'est la chaîne trophique, hein, on est d'accord, c'est comme ça. En revanche, c'est beaucoup plus rare de trouver des espèces capables de faire naître des animaux. Là, on est à peu près tout seul. Hein. Il y a quelques fourmis qui font de l'élevage de pucerons, il y a quelques termites qui font un peu d'agriculture aussi et d'élevage, mais on est quand même tout seul, quoi. Et donc, c'est cette question-là qu'il faut se poser, à mon avis. Si on veut discuter au niveau spéciste, antispéciste, et donc vegan ou pas, moralement, hein, pas alimentairement, mais moralement, la vraie bonne question, à mon avis, à se poser, c'est on a pris le droit, à un moment donné, de créer du vivant, de le façonner, comme des démiurges que nous sommes, et aujourd'hui, il faut l'assumer, et il faut l'assumer de la bonne façon. Et donc, cette communauté de destin que nous avons avec ces animaux, il faut l'assumer complètement, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as en gros deux camps. Tu as le camp des gens qui disent bouh, on n'en veut plus, il faut arrêter ça, les animaux, il faut qu'ils vivent seuls dans leur coin. Et puis, tu as les gens qui disent mais non, c'est des choses, vive René Descartes, l'animal machine, ils sont à notre service, et puis c'est tout. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, tu as dit que ce que tu achètes façonne le monde. Et chez Inet We Trust, on est entièrement d'accord avec ça. On a d'ailleurs une phrase qui ressemble quasiment à ce que tu as dit, c'est quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Parce qu'effectivement, quand on achète quelque chose, bah, derrière, il faut se rendre compte qu'il y a eu de l'élevage, de la fabrication, de la transformation, etc. Il y a tout un processus qui impacte forcément le produit qu'on va manger. Et j'ai envie de dire aussi, par exemple, on parle de viande, il y a la démarche Bleu Blanquer que j'ai également interviewé. C'est l'épisode numéro 17, si ça vous intéresse, chers auditeurs, avec Nathalie Carwas, qui explique leur démarche d'élever. Donc, le but, c'est pas d'arrêter de manger de la viande, mais c'est de manger de la meilleure viande de qualité, parce qu'ils se sont rendus compte que quand les vaches, finalement, elles broutent de l'herbe, etc., eh ben, elles sont en meilleure santé, elles donnent une meilleure viande, et en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Elles émettent moins de CO2, etc. Donc, en fait, c'est mieux pour l'écosystème entier, quoi, que ce soit la planète ou même l'homme. Je me permets, justement, puisqu'on on est sur ce sujet, de faire la promo d'un bouquin que vient d'écrire Pierre Weil, qui est l'homme qui a créé Bleu Blanquer, hein, et qui était un copain. Et c'est pas parce que c'est un copain que j'en parle, c'est parce que son bouquin est très intéressant et ça vaut le coup de le lire. Comme ça, on comprend quelle a été sa démarche, comment lui aussi, parce on est quelques-uns comme ça à avoir pris. Alors, c'est pas que je me mette à son niveau, moi, j'ai pas écrit de bouquin là-dessus, ça m'étonnerait que ça m'arrive, mais simplement, on s'est retrouvé à quelques-uns à un moment donné à avoir ce regard-là sur l'alimentation, c'est-à-dire un regard absolument décloisonné et surtout à être solidaire, mais vraiment au fond des gens qui font cette alimentation, c'est-à-dire les premiers, les paysans. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'on n'en veut plus des paysans, c'est clair. Hein, ils sont sur les barricades parce qu'ils le sentent bien qu'on veut les foutre en l'air, qu'on veut les remplacer par des putains d'usines, là, et que M. Bill Gates est devenu le plus gros propriétaire terrien
agricoles des États-Unis et de l'Ukraine par boîte interposée et d'autres pays, et qui devrait bien faire pareil ici. Si c'est pas lui, c'en est d'autres, mais c'est exactement le même sujet. On ne veut plus de paysans qui s'occupent du pays, on veut des usines à fabriquer de la bouffasse. Voilà, c'est ça que ces gens veulent. Et à mon avis, ils n'y arriveront pas. J'espère, en tout cas, on va tout faire pour qu'ils n'y arrivent pas. Il y avait 1 million et quelques d'agriculteurs il y a quelques décennies. Il reste en France, hein. Il en reste 400 000 aujourd'hui. Et on veut vraiment les faire disparaître. On veut que ces gens deviennent non pas des paysans qui s'occupent du pays, mais des employés d'usine. Quels sont, selon toi, les principaux obstacles à l'adoption de pratiques du coup agroécologiques dans ces grandes entreprises agroalimentaires? Ben, tu vois, avant notre rendez-vous, là, j'étais sur X, et donc je regardais euh, des petites vidéos, et il y a quelqu'un qui a posté une vidéo d'un discours d'André Malraux, qui parlait de la culture. Et c'était son job hein, à l'époque. Et ce qu'il disait sur la culture, moi, me paraît essentiel pour la question que tu viens de poser. En fait, nos problèmes agricoles et alimentaires ne sont pas culturaux, ils sont culturels. Voilà. C'est l'ignorance des gens et la non-connexion de la plupart des gens à ce qu'est l'agriculture et l'alimentation qui, aujourd'hui, les empêche d'accéder à une pensée, on va dire, intelligente, ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie. C'est ça le problème. Il est culturel. Alors c'est passé par des vecteurs, hein, les lycées agricoles, enfin, tu sais bien quoi. Hein, quand on a fait la révolution verte, avec tous les guillemets de merde possibles en France dans les années 60, qu'on a remembré complètement les parcelles, qu'on a absolument éradiqué toute forme de vie dans les haies, dans les ruisseaux, et tout ça, pour faire d'immenses parcelles mécanisables. On l'a fait dans un désir de nourrir la population, évidemment, avec un sous-jacent désir de gagner, de devenir productif. On a multiplié la productivité des, des agriculteurs par 100, mais pas celle de l'hectare agricole. Si tu regardes ce que produit un hectare agricole aujourd'hui dans la Beauce, par exemple, c'est lamentable. Même si le mec il fait 120 quintaux hectares de blé certaines années, si tu regardes ce qu'il produit comme biomasse autour, c'est que dalle. Donc la diversité, c'est que dalle. La richesse de ce qu'il produit, en général, ça sert juste à nourrir les cochons parce que, bon, il y a encore à mal les nourrir. Tu vois. Et donc je pense que, en fait, ce dont on a besoin pour arriver à une pensée commune, un savoir commun et un peu intelligent sur ce sujet, il se résume assez bien. Alors là, je vais faire un petit tunnel, là. Le moins long possible, hein. Mais c'est mon histoire des 1, 3 et 5. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Je vais essayer de le faire pas trop, de façon pas trop rébarbative. Le chiffre 1, c'est parce qu'il n'y a qu'une agriculture. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 3 millions de façons de la faire, mais il n'y a qu'une agriculture. C'est notre interface active avec le vivant. Il y en a une. Et donc, cette agriculture, si on souhaitait qu'elle soit l'agriculture idéale pour l'espèce humaine et pour le reste du vivant sur la planète, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle sache faire? Si on se mettait vraiment, si on avait réussi le coup, qu'est-ce qu'on pourrait constater? On pourrait constater, si on avait vraiment réussi le coup, que cette agriculture elle est capable au moins de 3 trucs essentiels. Le premier, c'est pas de nous nourrir nous, c'est de se nourrir elle, c'est-à-dire de nourrir ses propres sols. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse exporter ce dont on a besoin de cette agriculture sans appauvrir le milieu qui la produit. D'accord? Donc, première mission de l'agriculture idéale, se nourrir elle-même, nourrir ses sols. Et ça implique une production de biomasse telle qu'on peut en mettre une grande partie, ou plutôt qu'une grande partie retourne dans le cycle de la fertilité. D'accord? Donc ça, c'est la première mission. La deuxième, ça serait de nous nourrir, nous, évidemment. Et quand je dis nous, c'est pas seulement les humains, puisqu'on a parlé de nos bêtes tout à l'heure, et de fait, nous nourrir, nous, et nos bêtes, et de le faire comme il faut. Alors, ça pose une question subsidiaire, c'est combien de bêtes?
combien de bêtes par tête de pipe? Est-ce que par hasard, on ne serait pas en train de consommer beaucoup trop d'animal dans notre alimentation, et pas pour des raisons ni gastronomiques, ni de santé, mais simplement pour des raisons économiques? Parce que le système qui les produit a besoin qu'on en consomme autant. Donc, la deuxième mission de cette agriculture, si elle se voulait idéale, et qu'elle aurait réussi, ça serait de nous nourrir, nous et nos bêtes, en nombre équilibre. Alors cet équilibre agro-silvo-pastoral, ça je vous renvoie aux écrits là-dessus, c'est-à-dire l'équilibre qu'il y a entre ceux qu'on fait pousser, les arbres qui sont là pour l'aider à pousser, et les animaux qu'on met autour et dessous. Voilà. Et ça, c'est la deuxième mission. Et la troisième mission, c'est de nous rendre la vie facile, de nous faire des matériaux, de nous faire de l'énergie. C'est de quoi s'abriter, se vêtir, s'éclairer, se rafraîchir, se transporter. Voilà. Et donc cette agriculture-là, il faudrait qu'elle produise, si elle voulait être une agriculture idéale, un paquet de biomasse colossal qui n'a rien à voir avec les productions éthiques, on va dire, ne serait-ce même que de la plaine de la Beauce. Là, c'est de la biomasse partout. De la biomasse végétale, animale, fongique, partout. Il faudrait, si on voulait vraiment être au cœur d'un système agricole qui soit capable de nous satisfaire comme il faut sur cette planète, que ce qu'on appelle l'agriculture produise, mais peut-être, je ne sais pas moi, pas 100 fois, mais peut-être 1000 fois plus de biomasse que ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, si on comprend ça, alors on se dit, mais comment on fait pour arriver là? Ou en tout cas, c'est quoi le chemin pour arriver là? Et c'est là qu'arrive le nombre 5. Parce que le premier, 1, c'était l'agriculture. Les 3, c'est les 3 missions dont on vient de parler. Et les 5, le numéro 5, enfin le chiffre 5, c'est les 5 points. Et on va voir que c'est plutôt 4 plus 1, les 5 points sur lesquels il faut qu'on progresse à fond. Et ça, je vais le balayer très vite parce qu'on pourrait y passer la journée. Le premier sujet sur lequel il faut qu'on vraiment on évolue là-dessus, c'est celui du carbone, justement. La bonne compréhension, le carbone, c'est la vie. Hein. Donc il faut remettre du carbone dans les sols. Il faut remettre du carbone dans les sols, parce qu'on n'arrête pas d'en extraire. Eh bien, ce carbone-là, il faut qu'il vienne de quelque chose qui a déjà poussé dans ce sol. C'est ce que j'appelle le retour donc, du carbone au sol. Hein. Donc ça, premier sujet, le carbone. Et puis ça tombe bien, comme ça, il y en aura un peu moins dans l'atmosphère. Mais ça, quelque part, on s'en fout parce qu'on s'aperçoit maintenant, malgré tous les discours ambiants, alarmistes et tout, que le CO2, en fait, plus il y en a eu dans l'atmosphère et plus il y avait de vie sur le sol et que les seuls moments de la Terre, géologiquement, de la planète Terre où il y a eu le moins de vie, c'était les moments où il y avait le moins de CO2 dans l'atmosphère. Fin du sketch. Donc là, on ne parle pas de CO2 dans l'atmosphère, mais on parle du carbone dont on a besoin dans le sol, ce qu'on appelle les matières organiques. Ce que notre agriculture aujourd'hui, en grande majorité, fait à l'inverse. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est émettrice de CO2 et qui déstocke le carbone du sol. Donc on veut remettre le carbone dans le sol. Et ça, nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, enrichissent le sol en carbone. Premier point. Deuxième point, c'est l'eau. On fait une agriculture aujourd'hui qui rend les sols imperméables, qui ne retient pas l'eau quand elle tombe. On le voit bien, quand ça tombe vraiment beaucoup, là, c'est le village au fond de la vallée qui en prend 2 mètres dans la gueule parce qu'il n'y a plus rien capable d'arrêter, de freiner, de faire s'infiltrer l'eau dans les sols. Et ça, c'est en grande partie, c'est pas que l'urbanisation, c'est pas que l'artificialisation des sols, c'est aussi et surtout une agriculture qui fabrique ce qu'on appelle la semelle de battance, c'est-à-dire cette couche d'argile qui est à 1 mètre sous le sol et qui empêche l'eau de s'infiltrer. Donc, deuxième point, nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise des sols capables d'infiltrer, de filtrer et de stocker un maximum d'eau. Le troisième point sur lequel il faut qu'on progresse, c'est la biodiversité. Sujet super mal compris par beaucoup de monde. Si tu veux qu'il y ait des petits osios et des gros osios dans le ciel, c'est obligé, il faut qu'il y ait un maximum de virus, de bactéries, d'amibes, d'acariens, d'insectes, le maximum de champignons, de vers de terre dans les sols. C'est ça la fertilité.
Et si tu fais une agriculture qui vire tout ça pour pouvoir faire pousser sous perfusion une seule plante sur 150 hectares, tu es complètement à côté de la plaque. Et donc ça veut dire que tout ce qui finit par seed et qui est utilisé en agriculture aujourd'hui, il faut le reconsidérer vraiment. Nous avons besoin d'une agriculture, donc troisième point, qui par ses propres pratiques produise un maximum de biodiversité, à commencer par dans les sols eux-mêmes. D'accord? Le quatrième point sur lequel il faut que, si on veut que cette agriculture soit vraiment de rêve, c'est ce qu'elle produit, c'est-à-dire le contenu de ce qu'elle produit. On n'a pas besoin d'une agriculture qui produise un maximum de produits qui nous servent à rien. Ce qu'on veut, c'est que peut-être qu'elle en produise comme un extrait moins, mais qu'elle soit riche. Donc nous avons besoin d'une densité nutritionnelle et d'une qualité nutritionnelle dans ce qu'on sort. Et il n'y a pas seulement la transformation qui joue là, c'est d'abord la production. Il y a aussi la transformation, le stockage, le transport, tout ce que tu veux, le conditionnement. Mais c'est d'abord les sols. Donc nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise une alimentation qui nous constitue, ou en tout cas susceptible de. Et ça se complète avec des pratiques culinaires. Tu vois, je prends toujours un exemple. Si tu prends des carottes, tu les coupes en tranches, tu les fous dans l'eau, tu les fais bouillir pendant 1 heure, tu bouffes les carottes et tu jettes l'eau, c'est un con. Voilà. Et ça, on le fait tout le temps. Et dans l'industrie agroalimentaire, encore plus. Et comme on a enlevé le goût, les sels minéraux, les micronutriments, on rajoute la cosmétique. Donc tous les additifs, les bordels et les machins qu'on fout dans l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est en grande partie aussi parce qu'on détruit complètement le potentiel nutritionnel des produits par des pratiques technologiques qui permettent de faire souvent du bénéfice. Donc le jour où on demande à l'agroalimentaire de faire de la santé et plus du bénéfice, enfin, faire suffisamment de bénéfices pour continuer, mais de faire d'abord de la santé, peut-être qu'elle le fera. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. En tout cas, pas les actionnaires. Voilà, eux, ils veulent du rendement financier. Donc, quatrième point, qualité nutritionnelle, nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise une alimentation susceptible de nous constituer. Et le cinquième point, c'est peut-être la clé de voûte des 4 autres, en fait, si tu veux. C'est ce qui réunit tout le chapeau. C'est ce que j'appelle le BIF. Le BIF, c'est le bonheur intérieur brut à la ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec ou la nana qui tous les matins se lève très tôt pour aller te stocker du carbone, te filtrer de l'eau, te produire de la biodiversité et une alimentation qui te constitue, il a intérêt, nous avons intérêt à ce que cette personne-là soit heureuse de le faire à minima, c'est-à-dire non seulement bien rémunéré pour le faire, et on est loin du compte, mais aussi bien considéré par ses concitoyens, avec un regard à minima respectueux. Et là, on est très, 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 très loin du compte. Et donc, ce cinquième point, c'est la clé des 4 autres pour moi. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres moyens, rende les agriculteurs heureux. Fin du film. Waouh, merci beaucoup pour toutes tes explications. Je vais essayer de rebondir. Tu as dit des choses vraiment hyper intéressantes et j'espère que les auditeurs réécoutaient ce passage-là parce que je pense que tu as vraiment expliqué beaucoup de choses qui peuvent sembler très compliquées et tu les as vraiment, je vais dire, vulgarisées pour qu'on comprenne au moins l'essentiel et l'importance de la chose. Maintenant, moi, je vais faire l'avocat du diable et je vais te dire, mais aujourd'hui, on a les technologies, euh, on a les nouveaux OGM, on peut faire maintenant de la viande en laboratoire, on a les pesticides et les engrais qu'on vient rajouter dans la terre. En fait, on est sauvé, en fait. Il n'y a plus de problème, en fait. Où on va en crever. Voilà. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est Oui, c'est non, c'est non, hyper important, je trouve, de. je sais bien que il faut faire confiance à la science, blablabla. Bla, bla. OK. Homo sapiens a 250 000 ans. Néandertal, il a fait, avant de disparaître, il a duré 300 000 ans.
Ça voudrait dire que nous, Homo sapiens, avec notre technologie, nos fusées, nos machins, nos viandes, choses et tout, si on voulait ne serait-ce que égaler le record de durée de Néandertal sur Terre, il faut qu'on tienne 50 000 ans de plus. À vous les studios. Quand on voit que, je vais reprendre ce que tu viens de dire là par rapport aux agriculteurs. En 2050, alors j'ai plus les chiffres en tête, c'est un tiers ou je sais plus combien de pourcents d'agriculteurs et encore 50 000 ans à tenir, quoi. Ça a coupé un petit peu. Est-ce que tu peux me répéter la fin de ta phrase, s'il te plaît? Ouais, je disais, tu dis on doit tenir encore 50 000 ans, et quand on voit aujourd'hui, enfin en 2050, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, c'est un tiers ou quelque chose comme ça, ou c'est même plus que ça, des agriculteurs qui vont disparaître. Effectivement, ça va être compliqué. J'ai dit, c'est du simple bon sens. Voilà. C'est du simple bon sens. Monsieur Néandertal, il a tenu 300 000 ans, il n'avait pas de fusée, il n'avait pas de viande synthétique, et il a vécu 300 000 ans. Et les autres, hein, parce qu'il n'y avait pas que lui. Hein. Et, il faut lire Pierre Jouventin, qui est un éthologue, il faudrait que tu le reçoives, ça serait vachement bien. Il a écrit un livre que je vous conseille à tous qui s'appelle L'homme, cet animal raté. Je vous conseille ce livre. Ça permet d'ouvrir un peu les chakras. Ça permet de regarder un peu autrement notre évolution. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis anti-science ou anti-machin ou anti-truc. Non, moi je suis pour. J'ai créé un mouvement qui s'appelle pour une agriculture du vivant. Je n'ai pas créé un mouvement qui s'appelait contre. Donc, je suis contre rien, je suis anti-rien, je suis pour. Voilà. Et j'aimerais bien que Homo sapiens, malgré tous ses défauts, même si ça paraît un peu illusoire et un petit peu un fait de rêveur, mais j'aimerais bien qu'on dure un peu plus et qu'on dure un peu mieux surtout sur cette planète. Voilà, ça me plairait bien comme idée de participer à ça, quoi. C'est ce qui a prévalu au fait que, à un moment donné, en laissant tomber la cuisine, c'est-à-dire en laissant tomber le fait de faire manger le mieux possible un tout petit nombre de gens, ben, j'ai commencé à m'intéresser à comment on pouvait faire pour que le plus grand nombre mange plus intelligemment, enfin, s'alimente de façon plus intelligente, l'intelligence allant jusqu'au sol d'un côté, et donc, comme je disais, jusqu'au sel, c'est-à-dire jusqu'à la santé de l'autre. Et je reviens sur ce que tu as dit par rapport aux agriculteurs pour qu'ils soient heureux. Je vais bientôt recevoir dans le podcast la marque C'est qui le patron? Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, où eux, ils ont augmenté de quelques centimes la brique de lait pour permettre aux agriculteurs de les rémunérer correctement. Et au final, ça ne coûte qu'aux consommateurs un peu plus de 5 euros par an pour acheter du lait. Donc seulement 5 euros par an en plus pour que les agriculteurs puissent vivre correctement et puissent ben, investir dans de meilleurs matériels, mais même prendre quelques jours de vacances. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On y reviendra lors C'est de... bien, de recevoir Nicolas Chaban parce que lui, il a pris le truc vraiment par le bout du pognon et il a eu raison parce que c'est le plus criant quoi, pour les paysans. C'est terrible. Aujourd'hui, on a une population agricole, les parents agricoles, mais surtout les agriculteurs, ils vivent d'aide. Et on trouve ça normal. Les mecs nous nourrissent et ils vivent d'aumônes. C'est quand même fou. C'est complètement fou. En plus, ces aumônes-là, c'est vraiment du pognon qu'on a ramassé à tout le monde, qui est passé par la lessiveuse à pognon de l'Europe, là, et qui a servi à plein d'autres trucs, et puis on en récupère un peu pour qu'ils ne crèvent pas de faim. C'est démentiel quand même. Mais ça, les consommateurs, ils ne sont pas au courant parce qu'ils ne sont pas informés Évidemment, finalement. C'est écrit nulle évidemment, part en fait. évidemment, quand je te dis que nos problèmes sont culturels, je te parle de ça, parce que ça, c'est de la culture. Non, si tu ne sais pas ça, ben, tu es inculte. Sur le sujet, j'entends, hein, pas en général, mais bon, il faut assumer, quoi. Donc à un moment donné, ça serait bien, et c'est bien, que tout le monde redescende un peu de l'âne, comme on dit au Pays Basque, on descend de notre... voilà, et on regarde un peu par terre ce qui se passe, et on s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, ben, en France, c'est les 400 000 personnes qui nous nourrissent, pour la plupart d'entre eux, vivent d'aumônes,
Et pour un tout petit pourcentage, eux, ils vivent sur la Côte d'Azur ou à Courchevel, mais ils n'ont plus rien de pays dans cela. Tu vois, le Et groupe pour toi, Avril, comment on fait ça? tu as vu qu'on avait un bateau entier au Havre ou à Nantes qui vient d'arriver avec des centaines de milliers de tonnes de maïs OGM pour le groupe Avril. Voilà, merci les gars, sympa. Et pour toi, comment on fait ça? Est-ce qu'il faudrait introduire des cours à l'école dès le plus jeune âge? Comment est-ce qu'on pourrait informer la Oui, population? ça fait partie de l'arsenal, oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Il faudrait. Je ne sais pas si tu as remarqué aujourd'hui, au niveau de l'éducation des enfants, quand tu regardes ce que produit l'OMS, l'UNICEF et tout ça, on est plus préoccupé par le fait qu'ils sachent ce que c'est qu'une fellation à 7 ou 8 ans, plutôt que comment ça pousse une carotte. Donc c'est ça la culture, hein. C'est pas autre chose, hein. Et ça, c'est pas un hasard, quoi. Si on commence à partir dans, alors je vais pas faire mon petit complotiste illustré, mais quand même, on sent que c'est une volonté quelque part. Donc, quand tu commences à apprendre aux gosses et des trucs comme ça, à les foutre sur des, oui, tu peux devenir une fille ou un garçon comme tu veux, ou une cafetière, même si tu veux, à un moment donné, on va t'opérer, et tu vas voir, avec la science, tout va bien se passer. Mais par contre, tu sais pas comment une poule pond un œuf. Putain, mais là, c'est la fin de l'humanité. Alors là, pour le coup, c'est sûr. On a parlé un petit peu des industries alimentaires. C'est quoi les mauvaises pratiques que eux, elles mettent en place et c'est quoi un peu les dangers de ça? Bah, on s'en fout, en fait, parce qu'on n'a pas prise dessus. Donc, même si on les connaît, on n'a pas prise dessus. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, le seul point sur lequel on peut avoir prise, c'est, mesdames, messieurs les actionnaires de chez Danone, de chez je sais plus qui, de chez n'importe qui, réaliser à un moment donné que, ok, faire du profit, de la rente capitaliste, c'est bien parce que ça permet de ne pas bosser, d'être peinard, d'être un peu riche et tout, ok, très bien, mais ça serait peut-être bien aussi qu'on oriente les pratiques de l'industrie agroalimentaire vers autre chose aussi. Alors peut-être au détriment un peu de la rente capitaliste, mais à mon avis, à long terme, ça vaut largement le coup. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas par le détail. C'est pas par le produit machin, le produit truc, il faut interdire, interdire, interdire. Tu vois bien que toutes les interdictions fabriquent des contournements. Tout le temps. Et tu fabriques une vraie culture du contournement, du coup. Regarde, l'exemple le plus formidable, c'est la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Quel a été le premier produit sociologique de la prohibition? La mafia italienne. Merci. Super. Parce que c'est plus prohibé, mais la mafia est toujours là, hein. Et ouais, le jour où les gens sauront se servir des champignons, ils auront peut-être moins besoin d'aller sniffer de la coque, tu vois, ou des produits issus de trafic dégueulasse. Voilà. Mais pour ça, il faut que culturellement, on sache que, ben, par exemple, une anamite du mouche, c'est pas forcément mortel et que quand c'est utilisé comme ça, ce qui est le cas depuis plus de 30 000 ans par les Homo sapiens, ça peut servir à quelque chose. Tu vois, ça, c'est de la culture, ça s'appelle. Ouais, mais c'est moins fun, c'est plus compliqué, il faut s'informer, il faut se renseigner, alors que ben, on De veut un quoi? produit rapide, quoi. Ouais, mais sauf que, on s'aperçoit à un âge, à un moment donné, qu'on est en pleine dépression, qu'on ne dort plus, qu'on a une vie de merde, qu'on ne sait plus où on va. Et tu entends des mecs qui ont ton âge ou un peu plus, qui disent: ah, moi, je voudrais trouver du sens dans le boulot que je fais. Putain, mais trouve du sens dans toi déjà. Après, le boulot, il va arriver, hein. Tu vas le trouver tout seul. Si c'est faire pousser des plantes, ça sera faire pousser des plantes, c'est pas de problème. Si c'est autre chose, ça sera autre chose. Si c'est guérisseur, je ne sais rien, moi. Mais en tout cas, tu vois, déjà, fais le boulot sur toi. Si tu te contentes d'être ce que la société veut que tu sois, ce que l'école a voulu que tu sois, c'est-à-dire le bon petit soldat qui réfléchit pas, alors évidemment, si tu sors pas de ça, tu vas forcément, à un moment donné, tu vas avoir besoin des médicaments, des anxiolytiques. Tu sais, en France, on est le plus gros consommateur d'anxiolytiques du monde. Un pays où il y a tout. Tu as commencé à parler un peu des bénéfices concrets de l'agroécologie sur la biodiversité. Et
c'est quoi les pratiques essentielles qu'on peut mettre en place un peu pour préserver un peu tout ça, les sols, cette Là, résilience écologique? je ne vais pas faire un cours d'agroécologie là maintenant. D'abord, j'en ai pas les capacités, même si quand même le sujet m'a intéressé et continue à m'intéresser. Et ce que je vous conseille, ben, c'est d'aller voir sur le site de Pour une agriculture du vivant. Vous allez voir ce que c'est. Et il y a un site qui s'appelle agroécologie.org. Et vous allez voir comment, si vous allez sur ce site-là, vous allez voir, enfin sur ces sites-là, et puis il y en a plein d'autres. Hein, vous avez Maraîchage en sol vivant, donc MSV, vous avez Vers de Terre Production, qui est la plus grosse mine. Le site Vers de Terre Production de François Mullet et de Vincent Levavasseur, c'est sans doute la chaîne YouTube, c'est sans doute la plus grosse mine de renseignements à cet égard. Et c'est plus que du renseignement, c'est de savoir et de pratique et de retour d'expérience, parce que c'est ça qui compte en fait, c'est l'échange de retour d'expérience. C'est avec ça qu'on avance. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il y a le mec qui fait de l'agriculture à un endroit X et le mec qui fait de l'agriculture à un endroit Y, qui est son voisin, ils ont des problématiques différentes parce que le sol est différent, parce que le ruisseau passe pas au même endroit, parce que le biotope est pas le même et que donc c'est cette écoute de là où ils sont et cette compréhension du vivant qui les entoure qui fait qu'ils vont faire de l'agroécologie ou pas. C'est pas petit a, petit b, petit c, alinéa 3, norme X, visée par le ministre. Non, non, le vivant, c'est pas ça. Ouais, mais enfin, je me passe encore du côté de l'avocat du diable, mais au niveau de l'industrie entre guillemets alimentaire, c'est pas ce qu'ils recherchent parce qu'il faut avoir des produits qui permettent des grandes cadences, standardiser les choses et ça, ben, ça ne marche pas. Regarde ce qui est en train de se passer là aussi sur le site Foodbiome. Donc Foodbiome, et ça serait intéressant que tu reçoives Jean-Philippe Quérard, donc mon vieux compagnon là, parce qu'ils viennent justement de sortir un petit manifeste où ils listent les 4 points essentiels pour retourner tranquillement l'activité agroalimentaire, et y compris de masse. Donc je ne vais pas les raconter parce que je trahirais sans doute les propos, mais allez voir ça. Il y a des gens qui commencent maintenant non seulement à penser, mais à expérimenter ces choses-là. Donc on parle de démassification, on parle de diversité, on parle de productivité malgré. Alors, si tu veux, c'est même pas de la productivité, ou alors c'est de la productivité, mais pas du productivisme. Tu vois? C'est-à-dire comment on peut être productif dans un territoire. Et là, il faut revenir à une notion, enfin, ou en tout cas aborder une notion qui est très peu abordée aujourd'hui, c'est celle de la capacité du territoire à se nourrir lui-même. Comme tu le sais, en France aujourd'hui, on exporte à peu près la moitié de ce qu'on produit, un peu plus, et on importe la moitié de ce qu'on consomme. Alors qu'on est un pays qui pourrait tout faire. Donc, Ouais, je suis d'accord. Et en plus, repenser la France, le territoire à cet égard, c'est essentiel. et en plus, ça permet d'apporter une diversité, comme tu l'as dit, alimentaire différente, plutôt que de standardiser les choses. Eh ben, on peut, chaque région a ses propres spécialités et avoir des goûts différents. Et c'est ça qui fait aussi la culture de Surtout l'alimentation. la diversité des talents. Parce que l'humain a du talent pour ça, pour en faire des choses, des aliments formidables. Et Alors comment on fait, aujourd'hui, de ton point de vue, pour se reconnecter un peu à cette nature, à cette alimentation? bah déjà, enfin, pour moi, c'est important d'y aller. 80% des humains vivent dans les métropoles. Enfin, c'est pas comme ça qu'on se reconnecte à la nature. Enfin, à mon avis, c'est mal barré. Si cette tendance-là continue, c'est pas bien barré, quoi. Mais au moins, alors ça ne veut pas dire qu'il faut se barrer des métropoles. Moi, pour moi, c'est l'inverse. C'est pas des villes à la campagne d'Alphonse Allais, ce serait plutôt le fait de remettre. Quand je parlais de produire de la biomasse tout à l'heure, de partout, ben, ça veut dire que, tu vois, sur tous les balcons, sur tous les toits, sur toutes les fenêtres,
il faudrait de la biomasse, qu'elle soit consommable ou pas, qu'elle serve d'hôte à des animaux ou que cette comment dire, ce rapport au vivant là, il est jouable. Ça ne nous empêche pas d'avoir des villes qui fonctionnent et tout ça. Au contraire, moi je pense qu'elles fonctionneraient mieux, elles seraient moins chaudes l'été, moins froides l'hiver, et il y aurait de l'eau partout, enfin, ça irait bien. Simplement, c'est une façon de penser les choses exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure pour la standardisation de la bouffe, mais la standardisation de l'habitat, c'est exactement la même chose. Ben, si tu veux faire des immeubles pour loger 350 familles, effectivement, ben, tu peux le faire de différentes façons. Tu peux faire des immeubles et puis tu peux faire aussi des zones ou des territoires où, voilà. Et donc les urbanistes, les architectes, ben, ils sont aussi déformés par leur formation que l'ont été les agriculteurs, et puis ils le sont encore d'ailleurs. Tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton manifeste Tu nous as parlé d'une agriculture du vivant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Je préfère que tes auditeurs aillent le voir directement, franchement. J'espère que je leur ai donné envie, avec ce que je viens de te dire, d'aller le voir. Voilà, d'aller voir ce que c'est. Il est public, on peut aller le voir et le signer, même qui que l'on soit. Et donc, je préfère que ça soit fait dans cet endroit-là, parce que là, je ne ferai que paraphraser moins bien, et c'est dommage. Est-ce que tu pourrais nous donner, pour les auditeurs, des sites ou des livres, tu en as déjà cité quelques-uns, qui permettent un peu de nous informer sur ces sujets-là et d'ouvrir un petit peu notre esprit? Ben, il y a déjà les 3 livres, la trilogie de Marc-André Sellos, hein, que tu as sans doute, le premier qui est Jamais seul, le second qui est Les goûts, les couleurs du monde, le troisième qui est L'origine du monde, le sol, donc. Puis il y a même un quatrième qui vient de sortir là sur les sciences, mais les 3 premiers, déjà, on dit ça, c'est bien. Un livre essentiel pour moi pour comprendre ce que c'est qu'un putain d'arbre, c'est celui de Ernst Zürcher. Ernst Zürcher, c'est le grand spécialiste de l'arbre pour moi en Europe, c'est le mec qui a tout compris. Voilà. Donc ça s'appelle L'arbre entre le visible et l'invisible. C'est chez Actes Sud, je crois, voilà, comme les autres. Ensuite, tu as là un bouquin qui vient de sortir et qui permet, mais vraiment, de changer notre regard sur les plantes notamment. C'est le livre de Alain Canet et de Florence, je ne sais plus son nom maintenant. C'est un livre qui s'appelle L'éloge des indisciplinés. Alors, attends, je vais essayer de le trouver. C'est une merveille, voilà. Je pense qu'avec ça déjà, et puis dans le livre de Pierre Jouanten dont je te parlais tout à l'heure, qui est L'homme, cet animal raté, c'est un bouquin absolument renversant pour la tête. J'ai un compte Instagram sur lequel je les mets, les bouquins, donc en photo. Si jamais les gens, ça les intéresse, si nos auditeurs sont intéressés par ces sujets, chaque fois que je trouve un livre intéressant, je le colle sur Bah, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Ton compte Instagram, est-ce que tu peux juste donner le nom? Arnaud Daguin, tout Ok, attaché. parfait, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Moi, je te Si, remercie, et pardon de finir aussi abruptement, mais la grosse tempête arrive. Là, on a plus quelques pas de pompes. problème. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.